Le troisième et dernier sujet de ce premier cours aborde la notion de fonction et du graphe d'une fonction. Alors tout d'abord, nous travaillerons avec des nombres réels. Ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls bien sûr, et nous les représenterons sur une droite comme une distance d'un point à l'origine, positive d'un côté, négative de l'autre. Une fonction réelle f, c'est un procédé entre guillemets, ou une machine si vous voulez, qui associe à un nombre réel x un seul autre nombre réel que l'on note f de x. On dit f de x, c'est l'image de x, c'est l'image du nombre réel x par ce procédé f. Alors pour bien signifier que cette machine, elle prend un nombre réel et elle en fabrique un autre, on indique ce procédé de cette façon ici. On part des nombres réels et on arrive dans les nombres réels. Donc ça c'est juste une notation. Ou parfois pour mettre vraiment l'accent sur le procédé, on écrit ce qui se passe avec un nombre réel petit x qui est envoyé sur ce nombre f de x. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu les fonctions, ça peut paraître un peu abstrait. On va ici surtout étudier un exemple et puis parler de la représentation de ces fonctions et j'espère que ceci clarifiera cela. La fonction qu'on va étudier, c'est celle qui associe à tout nombre réel x le nombre suivant, 9 fois x divisé par 5 plus 32. En français, cela veut dire que ce procédé y revient à prendre un nombre réel x, on le multiplie d'abord par 9, puis on divise le résultat par 5, et puis tout à la fin on ajoute encore 32. Alors regardons si on a bien compris. Pour x égale à 20 par exemple, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ce qu'on veut calculer, c'est f de 20. Quelle est l'image de 20 par ce procédé qui transforme les nombres réels en les multipliant par 9, en divisant le tout par 5 et en ajoutant 32. Donc il faut que je remplace dans l'expression ci-dessus le nombre réel x par 20, celui qui m'intéresse ici. Je vais donc le multiplier d'abord par 20, puis diviser le tout par 5 et enfin ajouter 32. Alors, 9 fois 20 divisé par 5, on pourrait calculer 180 divisé par 5, et on trouve 36, ou voir simplement que 9 fois 20 divisé par 5, c'est 9 fois 4, c'est-à-dire 36. Et j'ajoute encore 32 au résultat final, ce qui me donne 68. L'image par cette fonction, par ce procédé, du nombre réel 20, c'est le nombre réel 68. Alors peut-être que vous l'avez reconnu, ce procédé il correspond en fait à la conversion d'une température en degrés Celsius à son analogue en degrés Fahrenheit. Donc ce qu'on vient de calculer ci-dessus, c'est qu'une température de 20 degrés Celsius, elle correspond à 68 degrés Fahrenheit. Maintenant, on va s'intéresser à la représentation d'une fonction. Ici, puisqu'il s'agit d'une conversion de température, on pourrait par exemple se représenter cette fonction comme une conversion d'un thermomètre à l'autre, l'un qui est étiqueté en degrés Celsius et l'autre en degrés Fahrenheit. Ce qu'on vient de calculer tout à l'heure, c'est que 20 degrés Celsius correspond à 68 degrés Fahrenheit, ce qu'on lit ici en comparant le thermomètre du dessus avec celui du dessous qui indique la température en Fahrenheit. On voit aussi que 0 degrés Celsius, c'est 32 degrés Fahrenheit. L'eau gèle à 0 degrés Celsius, mais à 32 degrés Fahrenheit. Alors en mathématiques, on préfère une autre représentation des fonctions, même si celle-ci pour les températures fonctionnerait très bien.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le graphe de cette fonction pour se la représenter. Et pour dessiner le graphe d'une fonction, il faut que je le définisse, et pour ça, il nous faut un système d'axes. Il nous faut deux axes perpendiculaires et gradués. Sur l'axe horizontal, on va se représenter les valeurs du nombre réel x, toutes les valeurs que ce nombre réel x peut prendre. Et sur l'axe vertical, on va lire les valeurs que la machine f peut faire prendre à ces valeurs de x qu'on lit sur l'axe horizontal. Il faut que je définisse maintenant en termes mathématiques ce qu'est le graphe et qu'on regarde sur un exemple ce qui se passe. Le graphe de f, ce sont tous les points du plan dont les coordonnées sont x et f de x. La première coordonnée peut être arbitraire, mais une fois que je me donne la première coordonnée, alors la deuxième est déterminée par la fonction. Puisque f de 0 c'est 32, on en déduit que le point 0, 32, le point dont les coordonnées sont 0 et 32, il appartient au graphe. De même, le point 20, 68, le point dont les coordonnées sont 20 et 68, il appartient aussi au graphe. Alors ces informations, elles vont me permettre d'esquisser le graphe de cette fonction f. Voici notre système d'axes. Sur l'axe horizontal, on va lire les valeurs que peut prendre x, et sur l'axe vertical, celles que vont prendre les valeurs de cette fonction. Il faut encore que je le gradue, ce système d'axes, et pour ça, puisque les températures sont assez grandes, je vais le graduer de 10 en 10, mais évidemment, il faut choisir l'échelle en fonction de la situation. Et sur la partie dessous de l'axe vertical, on lit des températures en degrés Fahrenheit négatives, et sur la partie de gauche de l'axe horizontal, des températures négatives en degrés Celsius. Voilà donc notre système d'axes, et maintenant, il faut que je dessine le graphe. Ce qu'on vient de dire, c'est que le point 0, 32, qui se trouve à peu près ici, la première coordonnée est 0, la deuxième est 32, il se trouve sur le graphe. Deuxième point que nous avons calculé, le point 20, 68 se trouve aussi sur le graphe. Maintenant, il se trouve que moi, je sais, je vais vous l'expliquer un peu mieux tout à l'heure, je sais que le graphe de cette fonction est une droite, donc avec 2 points seulement, je vais être capable de dessiner le graphe en traçant la droite qui passe par ces 2 points. On va faire un petit contrôle. Est-ce que c'est réaliste cette situation, même si mon dessin n'est pas très précis, mais on va peut-être calculer l'image d'un autre point. Calculons par exemple f de moins 10. De nouveau, j'utilise la définition de ma machine. Je dois multiplier moins 10 par 9, le diviser par 5 et ajouter 32. Moins 90 divisé par 5, ça me donne moins 18. Je dois encore ajouter 32, ce qui me donne 14. Alors, est-ce que cela correspond à un point qui se trouve sur le graphe que je viens d'esquisser? Oui, ça a l'air d'être assez bon. Ma droite, elle passe effectivement par ce point. On pourrait encore calculer quand est-ce qu'elle coupe l'axe horizontal, c'est-à-dire quand est-ce que f de x est égal à 0. Et pour ça, il faudrait résoudre une équation, et c'est ce genre de choses que nous ferons aussi cette année. Pour l'instant, on va continuer pour énoncer un théorème dans cette dernière partie du cours qui concerne les graphes des fonctions affines. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme
ax plus b, une fonction qui prend x, qui le multiplie par un nombre réel a et qui lui ajoute un autre nombre réel b. C'est exactement le cas de notre fonction qui convertit des degrés Celsius en Fahrenheit. Eh bien, la proposition de cette partie, c'est que le graphe de ces fonctions affines sont toujours des droites. Alors, c'est celle des trois propositions, des trois théorèmes que nous voyons aujourd'hui. C'est la preuve qui restera un peu le plus obscure parce qu'il nous manque vraiment beaucoup d'éléments pour qu'elle soit complètement convaincante, rigoureuse et mathématique. Mais on va faire quelques observations pour que je vous donne quand même une idée de pourquoi les graphes de ces fonctions affines sont des droites. La première observation, c'est que quand j'ajoute un nombre b à la deuxième coordonnée d'un point du plan, donc quand je transforme un point UV en un point UV plus b, je n'ai fait rien d'autre qu'une translation verticale. Le point a gardé la première coordonnée U, il n'a pas bougé dans sa position sur l'axe des X. Par contre, j'ai modifié la deuxième coordonnée et je l'ai poussé de B vers le haut si B est positif, de B vers le bas si B est négatif. Donc ça, c'est la première observation. Quand j'ajoute un nombre à la deuxième coordonnée, j'effectue une translation. Donc si je veux comprendre pourquoi le graphe de cette fonction f est une droite, il me suffit d'étudier une fonction plus simple qui est la fonction g, qui est donnée par cette formule on multiplie x par a. Si ça c'est une droite, et bien quand j'ajoute b, j'aurai translaté cette droite dans une direction verticale et le graphe de f sera aussi une droite si le graphe de g est une droite, puisque ce sera simplement translaté. Donc je me suis ramené à l'étude de ces fonctions qu'on appelle linéaires. Au lieu d'étudier ces fonctions qu'on appelle affines, je me suis ramené à l'étude des fonctions linéaires. Et j'aimerais comprendre pourquoi c'est une droite. Alors, on va faire deux observations. Le graphe de G, il passe par le point 0, 0, qu'on appelle l'origine. C'est le croisement des deux axes de mon système d'axes. En effet, quand je calcule G de 0, eh bien c'est A fois 0, ce qui fait 0. Donc le point dont les coordonnées sont 0 et 0, l'origine, elle appartient au graphe. Le graphe de cette fonction G passe par l'origine. Deuxième calcul, quand je calcule G de 1, je trouve A fois 1, c'est-à-dire A. Et donc, le point 1A aussi appartient au graphe. J'ai donc, comme quand j'ai tracé le graphe de ma fonction qui convertit degrés Celsius en Fahrenheit, j'ai déjà deux points qui appartiennent au graphe. Ils sont ici l'origine et là le point de coordonnées 1A. Et ce que je veux voir, c'est que la droite qui passe par ces deux points, c'est le graphe de cette fonction et qu'il n'y a pas des points du graphe en dehors de cette droite. Donc, choisissons un nombre réel arbitraire R et je calcule G de R qui est égal à A fois R, c'est notre formule. Ce point, il est ici. Il a comme première coordonnée R et comme deuxième coordonnée AR. Et ce que je dois comprendre, c'est pourquoi ces trois points sont alignés. Et si je comprends ça pour toutes les valeurs réelles R possibles, eh bien, j'aurai compris que le graphe est une droite. Pour montrer que ces trois points sont alignés, il faudra qu'on étudie encore la proportionnalité des triangles, le théorème de Thalès et les rapports entre les longueurs dans des triangles semblables. Alors, j'ai pu vous amener aussi loin que je pouvais pour aujourd'hui, mais malheureusement, la fin restera peut-être encore un peu mystérieuse et s'éclaircira au long de
l'étude de tous les sujets mathématiques que nous aborderons cette année. Voilà, j'espère que ce survol vous a envie d'étudier à fond tous ces sujets pour qu'on en comprenne tous les tenants et les aboutissants. Moi, je me réjouis de vous retrouver après les vacances d'été pour la rentrée.